l'envie, l'ambition et la curiosité a fait que j'ai ce moteur-là, cette flamme dont tu parlais de guerrière en moi qui fait que du coup, je vais chercher les trucs dont j'ai besoin. Je vais chercher l'information auprès des gens dont j'ai besoin. Et c'est comme ça, du coup, j'apprends. Faut parler avec le micro comme ça? Ouais, faut parler dans le micro. Logiquement, c'est parler dans le micro, Amandine. C'est trop bien, j'adore. Comment ça va, Amandine? Ça va. Et toi? Je suis avec une belle personne, donc ça ne peut que bien aller. Moi aussi, je suis avec une belle personne. Merci. Je tiens à dire que t'es la première personne qui vient chez moi pour un épisode de Belle Personne. Oui, merci. Mais comme je te disais, ça fait écho à mon projet Ce que j'aime chez, où j'aimais beaucoup aller... c'est un projet photo où j'allais chez les gens faire des portraits d'eux à partir des objets qu'ils avaient chez eux. Et du coup, j'aime bien aller chez les gens. Et voilà. Mais tu pourras venir chez moi prendre un café. Oui. On fera un deuxième épisode de Belle Personne si tu veux. Pour maintenant les épisodes de Belle Personne, je fais un texte de gratitude au début. Oui. Donc je t'ai écrit un texte de gratitude, Amandine. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que t'es prête à l'entendre? T'as pas le choix. Je sais pas si je suis prête, mais vas-y, avec plaisir. Je suis très curieuse en tout cas de savoir ce que t'as pu écrire. Amandine, bon, on va aller droit au but. Tu es mon double. Une copie de moi. J'ai même bugué quand je t'ai rencontrée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette personne ne peut pas exister. C'est la même personne que moi. Tu ne peux pas avoir rencontré quelqu'un qui... Je ne peux pas avoir rencontré quelqu'un qui est fan de Mademoiselle, déjà, premier. 2, qui a rencontré Fabrice Laurent. 2, qui a failli garder Boulette, le chat de Marion Seclin, qui a ce truc de curieuse de tout, de ne pas se limiter à une seule apparition dans TDM, à aller voir partout, à scroller les gens, à les stalker de partout. Bref, on a beaucoup trop de choses en commun et on pourrait en faire un bouquin carrément. D'ailleurs, en bouquin, on attend toujours le tien. Et puis il faut savoir que tu as rencontré tellement de monde, de personnes connues, que je m'étonne encore que tu ne fasses pas de livres, des anecdotes folles de vie que tu as eues. Mais je m'étonne encore de ta vie, Amandine. Tu as travaillé chez M6 et tu étais la CM du meilleur pâtissier, notre rêve avec Marine. Bref, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on est là pour parler de toi et de ce qui fait de toi une belle personne. Donc la première question que je veux te poser, Amandine, c'était quoi ta première ambition? Est-ce que je peux réagir au texte? Oui, tu peux réagir au texte. Avant de répondre à la question. Bien sûr, tu as le droit. Alors déjà, comme dirait Marie Lanazza, notre amie Louve, notre sœur Louve, j'accueille, merci. Pour reformuler, j'entends qu'on se ressemble beaucoup. Oui. Et effectivement, je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis. Tu as ciblé très juste. et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci beaucoup. Rien. Est-ce que tu peux me reposer ta question? C'était quoi ta première ambition? Ma première ambition. Alors, comme toutes les petites filles, je voulais être maîtresse. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je donne des formations, alors que pourtant, j'étais très timide. Et moi, devant beaucoup de gens, c'était genre juste pas possible. Et aujourd'hui, je le fais comme ça, en fait. Et c'est assez incroyable de voir cette force-là d'un coup qui sort de moi, alors qu'avant, je me cachais beaucoup. Après... T'étais quel genre de petite fille quand tu dis que t'étais timide? Alors, il y a deux versions. On en revient à la dualité. J'étais une petite fille très sage, qui s'exprimait pas beaucoup, qui avait peur de parler à la boulangère, qui avait horreur des marchés, parce que ça criait et voilà, fallait, je sais pas, parler aux gens, mais je parle pas aux gens.
Mais à la maison, j'étais très colérique. Je pense que je me sentais peut-être pas assez écoutée parfois. Donc ouais, il y avait un peu ce double aspect. Donc t'étais très timide et en même temps très colérique. Oui, c'est ça. Et donc tu sais que ta première envie c'était d'être maîtresse. Oui, Comment alors le après, il y en a eu d'autres. Oui, après, c'est logique. Il y a eu psy aussi, mais ça a duré pas longtemps, mais parce que comme il y avait beaucoup de conflits entre ma mère et ma grand-mère. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent devenir psy. Ouais, mais ça m'est passé très vite. Mais je me souviens avoir eu cette pensée quand même, parce que je voulais que ça se passe bien entre ma mère et ma grand-mère. Mais c'est marrant parce que quand quand tu connais mon parcours maintenant et que tu reviens à ces premières pensées, quelque part, tout concorde. Après, il y a eu un petit côté j'ai envie d'être astronaute, Thomas Pesquet, mais alors les sciences, c'était mort. Thomas Pesquet, si tu nous écoutes. Évidemment. On lui fera un petit tweet pour lui dire qu'on a pensé à lui. Et après, alors il y a eu aussi juste styliste, mais je pense que c'est à cause du jeu des années 90, Dessinons la mode. Je l'avais aussi. Ce jeu. Mais super, on est d'accord. Fantastique. Ça m'a fait marrer. Il y a Fannyfic, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, qui a fait une vidéo dessus. Et vraiment, j'étais en mode, ma vie, je faisais ça quand j'étais petite, genre tout le temps. Je passais mes après-midi à faire ça, c'était trop bien. C'est incroyable, à designer les vêtements et tout. C'était super. Ouais. Et pourtant, je suis pas. Enfin, je reviens doucement un peu à ce côté mode et assumer qui on est par les vêtements, mais pendant longtemps, je l'avais un peu mis de côté, donc. Mais ouais, effectivement, je sais pas, ce jeu, mais en fait, je pense que c'est en termes de créativité. Ouais, moi aussi. Et après, il y a eu plus là où vers on va, c'est j'avais envie peut-être de bosser dans les effets spéciaux pour les films et d'être derrière, pas forcément devant, et de faire partie d'un grand tout. Oui, voilà, donc ça a été plus, je pense, la vraie grosse première idée. Et puis après, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Je pensais peut-être graphiste. En fait, il y avait ce côté infographiste qui était là. Et puis, j'ai rencontré Internet. Mais du coup, ce truc, parce que tu disais que le premier impression que tu avais eu, c'était maîtresse. Comment t'es passée de j'ai envie de devenir maîtresse à maintenant maintenant, je suis moins dans ce côté genre ce qu'on nous apprend à l'école, c'est genre la maîtresse ou le maître à la connaissance pure, le savoir et l'autorité sacrée, on va dire, à ce truc de maintenant de ce que je vois de toi aussi, c'est plus de genre je connais pas tout, j'ai des infos, j'ai des tips, on va dire, mais ce truc aussi de graphisme et de être plus indépendante dans ce que tu défends. Comment s'est passé Alors, j'adore ta question parce que ça fait écho à un truc très 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 fort en moi en ce moment qui est j'en peux plus de l'éducation qu'on a aujourd'hui où en fait on nous prépare à la vie d'entreprise et au fait d'être pardon pour ceux qui nous écoutent, mais malheureux, parce que la plupart du temps, on est malheureux en entreprise. Je dis pas que c'est toujours le cas, heureusement, mais surtout en ce moment, depuis la crise qu'il y a eu bon dos en 2008, là, les confinements, on voit qu'il y a de plus en plus burn-out et tout. C'est pas forcément de la faute des gens en place plus que le système qui fait que du coup ça engendre des comportements très difficiles. Oui, c'est un problème global, c'est pas juste une petite chose à changer. Et du coup je suis très énervée parce qu'on a effectivement la chance d'avoir quand même une éducation publique et fantastique en France, mais justement il y a quand même ancré encore dans les mentalités qu'on a besoin d'un diplôme pour réussir. Moi, j'ai un bac+3 en informatique, en développement web. Sauf qu'aujourd'hui, je bosse dans la com, j'ai fait du journalisme, je fais de la photo. Là, je commence doucement à faire un peu du coaching. Et je vois que j'ai besoin d'apprendre justement pour avoir des outils. Et mon hypnothérapeute, la dernière fois, je suis arrivée, je fais mais
Enfin, j'adore la façon dont vous déroulez, quand on parle, mes questions et tout. J'ai besoin d'apprendre ces outils et tout. Et puis elle m'a dit, mais qu'est-ce qui fait que vous pourriez pas être coach, machin. Je sais pas, j'ai pas de diplôme. Encore une fois, toujours ça. Et elle me dit, oui, mais non, les réponses, elles sont en vous. Et c'est vrai que de toute façon, quand tu as besoin d'avancer, d'apprendre... Alors, c'est ça aussi, c'est que moi, j'ai toujours été l'envie, l'ambition et la curiosité a fait que j'ai ce moteur-là, cette flamme dont tu parlais, de guerrière en moi, qui fait que du coup, je vais chercher les trucs dont j'ai besoin. Je vais chercher l'information auprès des gens dont j'ai besoin. Et c'est comme ça, du coup, j'apprends. Et après, voilà. Et puis, j'ai pas de diplôme de journalisme, mais pour autant, je pense que mes interviews sont de qualité. Mais c'est parce qu'on me l'a dit que maintenant je peux l'affirmer, parce que pendant longtemps, et puis au début, oui... t'apprends, tu sais pas, oui, il y a des échecs, machin, mais ça, voilà, ça c'est pareil, on t'apprend pas qu'en fait c'est normal de faire, d'échouer, et alors j'ai bossé à M6, mais alors il faut savoir qu'avant, j'ai eu, à un moment donné de ma vie, entre 30 et 40 entretiens, parce que j'étais au chômage, j'arrivais pas, je savais pas faire les entretiens, j'arrivais pas à me vendre, en plus de ça, je cherchais à la fois chef de projet, rédactrice... voilà, et donc les gens comprenaient pas mon CV, donc il a fallu que j'apprenne à comment me vendre, mais en même temps, voilà, ça a été une super école de décoder le marché, mais c'est comme ça que c'est sur le terrain qu'on apprend. Oui, en fait. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi qu'on matche bien, on va dire. Avec Marine, on aime bien dire celles qui ont la dalle, tu vois. Genre, moi, il y a plein de trucs que je sais pas faire, hein, vraiment, ce que je dis, hein, je suis une faiseuse, je sais rien. Moi, je sais rien, hein. Je sais pas faire des podcasts, hein, vraiment. Quand les gens me demandent, mais comment t'as fait pour faire 3 podcasts, je suis en mode, je les ai faits. Étape 1. Et après, voilà. Étape 2, je les ai faits. Et je les ai continués. Et des fois, j'ai un peu ce truc, tu vois, dans le domaine d'indépendance dans lequel on baigne. Genre, tu vois, Thomas, il dit, genre, la stratégie, genre... maîtresse, tu vois, la baguette magique qui va faire que tout va tout changer. Et moi, je suis en mode, mais il n'y a pas de baguette magique. La baguette magique, c'est travailler, se mettre au taf, chercher des trucs, galérer, refaire, galérer, trouver peut-être la solution. Non, en fait, c'est pas bien. Et en fait, c'est... Il n'y a pas de genre de stratégie maîtresse, et pas de stratégie magique, tu vois. Il faut juste apprendre à être humain aussi avec les personnes avec qui tu parles. Pas être en mode je vais te montrer comment ma stratégie va changer ta vie. Et moi je suis en mode non, en fait c'est non. Et apprendre aussi à comment dire, à avancer tout seul aussi. C'est-à-dire que des fois je dis un peu non mais laisse-moi galérer en fait, genre je sais que t'as peut-être la bonne solution, mais j'ai envie de trouver par moi-même, j'ai envie de galérer moi-même, et de peut-être galérer pendant 3 mois à trouver la bonne solution, mais je serais plus fière d'avoir trouvé moi-même la solution que tu m'aies donné le truc en 3 secondes, parce que on en parlait un peu avant, je disais, quand tu le comprends dans ton cerveau et dans ton corps, on va dire, dans ton cœur, tu l'intègres beaucoup mieux que si quelqu'un te dit voilà comment ça fonctionne, et moi je suis en mode j'ai pas compris. Et il y a même des trucs genre qu'on m'a dit en première année d'école que j'intègre vraiment maintenant, parce que je suis en mode ah mais oui, mais ça voulait dire, mais pourquoi il disait ça, c'est parce que c'est ça, et on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu en fait. J'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Je pense que Thomas Burbidge, pour ceux qui nous écoutent. Oui, enfin, j'en parle à ton épisode de podcast, donc ça va. Parle de stratégie, je pense qu'il veut parler de vision d'ensemble, ouais, et de ligne, de savoir où on va, et de projection. J'entends quelque chose aussi qui me parle beaucoup, le fait d'être humain avec les gens. Ça c'est fondamental. Moi je me bats, et je me suis battue parfois dans des entreprises où je voyais que les stagiaires ou les contrats pro n'étaient pas bien traités, et dans les rencontres aussi, je trouve, tu vois, genre il y a la plupart des gens qui m'entourent encore maintenant, c'est pas parce que
Genre, j'ai envoyé 10 messages, le même message à 10 personnes sur Instagram, tu vois. Oui, c'est hyper important. Ouais, et moi, de personnaliser. Pas personnaliser, mais les personnes que je rencontre maintenant et qui font partie de mon entourage, que ce soit toi, mais que ce soit d'autres personnes aussi dans l'indépendance, c'est des personnes avec qui j'ai créé. Genre, j'ai répondu à leur story une fois, après une autre fois, après j'ai répondu à leurs commentaires, après j'ai partagé leurs posts, etc. Mais c'est pas genre un truc standardisé parce que, en fait, c'est pas ça être un. Quand tu rencontres quelqu'un, genre, imagine, on est dans la rue, tu vas voir 10 personnes et tu vas leur dire à 10 personnes le même message en personnalisant avec leur prénom. Je suis en mode, mais tu vas pas créer des bonnes relations et des bons liens humains avec ces personnes. Ça ne fonctionne pas. Diane, sors de mon esprit. C'est exactement ce que je dis parfois à mes clients, parce que souvent les gens n'arrivent pas à comprendre Internet vs la vraie vie. En fait, c'est la même chose. C'est juste un outil de communication différent. Et ce que tu ferais pas dans la vraie vie, normalement, tu le fais pas sur Internet. Mais en fait, les gens, ils bug, ouais. Mais ça, ouais, c'est hyper important, l'écoute, être dans le dialogue. Après, il y a aussi des gens qui sont juste pas des gens sociaux. Oui, après, ça voilà. Peut arriver. Ça peut arriver. On vous en veut pas, les gars. Chacun a ses qualités et ses défauts. Il n'y a pas de problème. Et le dernier aspect sur lequel je voulais rebondir par rapport à tout ce que tu as dit, c'est effectivement... il faut laisser le temps aux gens d'apprendre et intégrer. Justement, c'est par la pratique qu'on intègre les choses et c'est pas en étant assis sur une chaise toute la journée. Et souvent, t'as au moins peut-être besoin de faire échouer 3 fois pour que ça rentre dans ton cerveau. Donc il faut vraiment par la pratique. Bon, j'ai juste envie de faire un peu de pub, mais c'est parce que j'ai bossé pour eux et je dis pas que c'est une école fantastique. Assurance doute, ses défauts, j'en sais rien, j'ai pas été élève. Mais c'est en ça où j'ai été fière de bosser avec eux, c'est avec l'école d'informatique Epitech qui, eux, prônent vraiment l'école par l'apprentissage. Et du coup, ouais, t'arrives, t'as une piscine de 5 semaines où on te met dans le bain, tu dois juste faire du code alors que t'y connais rien. Alors après, bon... Tu peux te demander à quoi ça sert de payer une école aussi chère alors que tu apprends par toi-même, c'est encore un autre débat. Mais ça a au moins le mérite de poser la question qu'est-ce qu'un bon apprentissage ? Mais je pense que je l'ai aussi vécu avec mon école, tu vois. Dans mon école, on nous apprenait beaucoup et on nous donnait aussi beaucoup l'idée de pas faites des projets, mais travailler en mode projet. Même si je vois l'importance de travailler en mode projet maintenant, après que j'ai fini mon école, ça c'est intelligent. Mais les trucs que j'ai le plus appris, c'était en 3e année quand on faisait les semaines charrettes et que on était 5 jours ensemble à finir un projet en 5 jours, quoi. Et c'est là où j'ai le plus appris, en fait. C'est là où j'ai appris les bases de mon métier maintenant, de savoir gérer une équipe et connecter un peu avec des gens alors que peut-être je discutais pas du tout avec ces étudiants de base, savoir respecter des deadlines, etc. Et savoir aussi s'organiser, etc. Et organiser une équipe de 10 personnes qui peut-être n'ont pas envie de taffer, ce que je comprends. Mais c'est dans la pratique en fait que j'ai le plus appris. Et c'est con, quand les gens me demandent comment t'as fait pour faire des podcasts, j'ai pris mon micro, j'ai parlé dedans, j'ai enregistré, j'ai fait un podcast. Mais il y a, par rapport à l'école, le problème aussi, c'est que c'est souvent très déconnecté des réalités. Ouais. Parce que il y a la pédagogie déjà. Est-ce qu'elle correspond au marché actuel ? Enfin, je veux dire, quand j'ai appris le développement web, il y avait peut-être déjà des choses qui correspondaient peut-être pas exactement au langage qui était utilisé sur le marché. Et donc il y a ça et ensuite il y a, moi c'est pour ça que j'ai adoré, maintenant j'adore faire des formations maintenant après avoir travaillé, et on en parlait là d'ailleurs avec quelqu'un, une autre prof, parce que je donne des cours au cours Florent Musique, donc pour ceux qui se demandent, non, je ne fais pas de la musique parce que on me pose souvent la question, je ne fais pas de la musique mais je donne justement des cours pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux en tant que musicien, comment mieux se vendre, faire sa promo, quel storytelling avoir, comment montrer sa personnalité, etc. Parce que justement, c'est pas des choses qui sont innées. On aimerait, mais non. Ça se travaille. Et du coup, on parlait du fait que nos étudiants, parfois, et artistes,
ils arrivent pas à comprendre, à se projeter, ils sont encore trop scolaires parce qu'ils sont oui mais madame, ça on a déjà vu ça avec l'autre prof. Oui, mais quand tu vas être tout seul là dans 1 an que tu vas sortir ton EP, finalement c'est pas grave que tu le fasses plusieurs fois ou machin. En fait, nous tout ce qu'on veut c'est que le savoir il s'intègre en toi. Et puis c'est c'est pas en le répétant, mais genre c'est en le disant de plusieurs manières différentes et exactement, pour que ça s'intègre vraiment, tu vois. C'est le truc de la publicité, plus tu dis un truc, plus ça rentre. Et même si c'est pas intégré et mis en place, en fait, l'idée, elle est là et peut-être ça fera écho dans 3, 5, 15, 10, 20 ans, mais l'idée, elle a été mise en tête et réflexionnée. Elle a été réfléchie, quoi. Ouais, c'est la fameuse graine dont Marie Lanazza nous parle souvent, qui met du temps à germer. Et effectivement, il faut laisser... c'est ce qu'on... Voilà, on vit dans un monde où tout va hyper vite, mais on oublie que la nature, par définition, ça met du temps. Et il faut laisser du temps aussi pour apprendre et intégrer les choses. Oui, on est des êtres humains, donc on peut faire plein de choses. Enfin, on peut mettre plein de choses en place, mais il faut laisser le temps aussi... aux idées de pousser, aux idées de se mettre en place, etc. Donc c'est sûr. Oui. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? Ou un des pires conseils ? En fait, je réfléchis parce que je sais pas si on m'a donné des mauvais conseils. Le seul, peut-être, c'est on m'a dit il faudra à un moment donné que vous fassiez une école, on y revient, de graphisme ou autre. Je sais pas, c'est parce qu'en fait, moi, quand même, j'ai fait un bilan de compétences à 25 ans. Enfin, c'est vrai que maintenant, quand j'y repense, parce que je me souviens que tout le monde était là, mais pourquoi tu veux faire un bilan de compétences à 25 ans ? Et c'est vrai que maintenant, je me dis, mais... j'avais des couilles, effectivement, de demander ça, mais c'est parce que j'étais, entre guillemets, perdue. C'est-à-dire que moi, je suis quand même aussi, pour remettre les choses dans le contexte, sortie d'école en 2003 et la bulle Internet venait d'exploser. Il n'y avait pas de taf en développement web. Alors, je sais que ça paraît complètement aberrant aujourd'hui quand on en parle, mais c'était le cas. Ce qui fait qu'à l'époque, j'étais à Lyon, je ne voulais pas encore quitter Lyon, j'ai fait des petits boulots. J'ai enfin intégré psychologie.com. Alors, j'avais quand même les mains dans le code, mais en gros, je faisais des copier-coller pour adapter... pour mettre en place tout ce qui est habillage, jeux concours, régie publicitaire, parce que c'est pas comme aujourd'hui où t'as qui sont automatisés et tout, des CMS de ouf. Non, on mettait les mains dans le code avant. Pardon. Je fais du bruit avec le tabouret. Donc du coup, voilà, je fais des petits boulots. Je suis arrivée à psycho.com, mon premier CDI qui m'a permis d'avoir mon appart à Paris. C'était aussi une vraie envie de venir à Paris parce que être plus proche de la culture, des médias et travailler sur des vrais sites internet et pas parce que le poste juste avant, j'avais quand même finalement réussi à avoir un poste dans mon domaine, mais qui était un intranet. Bon, voilà. C'est pas non plus... J'avais de l'ambition quand même, justement. Et là, je fais putain, finalement, le CDI, c'est pas mal. J'avais une équipe de fous avec qui je suis toujours en contact avec certains. Je travaillais aussi avec Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour, tout ça. Enfin, c'est vraiment des très bons souvenirs. J'ai grandi de fou en regardant, en travaillant tout le monde. J'ai fait chier. C'est là où j'ai fait mes premières interviews parce que j'ai fait chier mes collègues parce que voilà, Mood.fr était justement concurrent de Mademoiselle.com. Je dis mais pourquoi vous faites pas des interviews d'artistes, voilà, donc. Et puis c'était justement avant la crise, voilà, et on faisait des apéros au champagne quand même de la RIP. Sympa. Ouais, donc c'était quand même voilà, c'était l'époque un peu dorée. Mais paf, rachat de Lagardère. Et là tu dis mais moi qui pensais que le CDI c'était sympa, en fait il y a rien qui est immuable. Bon, et donc c'est là où j'ai demandé mon bilan de compétences, parce que je me suis dit, en fait, alors je digresse un peu, tu m'arrêtes. Non, mais on est là pour ça. Hein. Je parle des fois beaucoup, faut pas hésiter. Non, c'est là où je me suis dit, bon, en fait, voilà, moi j'ai perdu ma mère à 19 ans.
Et donc, je me suis dit, ça sert à rien, on peut mourir demain. Sauf que là, d'un coup, je voyais qu'en fait, il fallait que je réfléchisse un peu plus long terme, en termes de carrière, en termes de vie, parce que oui, tout peut s'arrêter effectivement demain, mais si tu vis, c'est mieux. Faut spoiler. Quand même... c'est mieux si tu vis. Ouais. Il faut quand même préparer le terrain, quoi. Et j'étais perdue parce que le développement web, c'était fini pour moi. Moi, j'ai fait du développement web parce que je voulais savoir comment on faisait un site internet, quoi. Mais c'était pas ça ma vie, quoi. C'était juste un moyen d'arriver au web parce qu'encore une fois, dans les années 2000, je pense que je serais arrivée à 18 ans aujourd'hui, je ferais qu'est-ce que j'ai envie de faire, peut-être que j'aurais fait community manager, c'est trop cool, mais à l'époque il y avait rien, il y avait pas d'ambition dessus, quoi. T'avais webmaster, peut-être quelqu'un à l'édito et puis quelqu'un au marketing, quoi. C'est tout. Donc c'était vachement plus réduit qu'aujourd'hui où pour un webmaster t'as un front-end, un back-end, de chef de projet technique, chef de projet fonctionnel, laisse tomber, quoi. Donc voilà, et donc là le conseil effectivement qu'il m'a donné, c'est parce que peut-être que voilà, donc, mais en fait, mis à part celui-là, pour répondre vraiment à la question, moi c'est pas tant des conseils, c'est des critiques, mais alors vraiment plein la gueule que je me suis pris en plein fouet, genre mais tu pourras pas être journaliste, tu sais pas écrire. Donc c'est très drôle quand même que tu me dises que tu veux et que j'écrive un livre. Bah oui, c'est marrant. Voilà. Et spoiler, il y a plein de gens qui sont pas journalistes et qui écrivent des bouquins. Aussi, merci de le rappeler, Diane, merci. Spoiler, je prends ça pour le jour où je commencerai vraiment à écrire mon livre. Avec des livres qui sont très bien et des livres qui sont très, très, très mauvais. Et il y a des journalistes qui écrivent des livres qui sont très bien et des livres très mauvais. Mais je pense qu'aujourd'hui, publier un bouquin, c'est de plus en plus facile. Avec l'auto-édition. Avec l'auto-édition, etc. Moi, ma sœur, elle a écrit un bouquin de fiction qu'elle a auto-publié sur Amazon en août-septembre. Elle a fait son bouquin, elle avait son écrit, elle a demandé à une pote de lui faire la couverture. Et puis, elle l'a fait toute seule, et puis voilà. Et on voit aussi que... en créant, si tu crées une communauté, si tu crées des choses aussi sur Internet, ça peut te permettre d'avoir une vraie mise en édition, etc. On l'avait avec Alexis Minkela qui a publié son bouquin. En fait, c'est aussi du travail, ça j'en doute pas, mais quand on revient à ce que tu me disais au début, quand t'as la dalle et que t'as envie de le faire et que t'es motivé et que tu sais que t'en es capable aussi, il n'y a pas de raison que t'arrives pas à tes objectifs et à tes fins. Ouais, et ça pose aussi la question de c'est quoi écrire un livre ? Est-ce que c'est juste faire l'objet ? Est-ce que c'est passer à la télé chez Laurent Ruquier pour faire la promo de ton livre ? Et c'est la fameuse question du succès et de réussir, quoi. Mais là, moi, en l'occurrence, tout ce que je voulais, c'était faire le mieux possible pour écrire un article que je proposais parce que je suis plus à l'aise dans les interviews. Et je demandais conseil justement à un journaliste. On bossait dans la même boîte. Et qui m'a dit et du coup je lui ai dit ok, mais est-ce que t'as un bouquin à me conseiller pour apprendre ? Non, j'ai rien. Je lui ai dit oui, mais toi comme t'écris, oui, mais moi c'est inné. Ouais, c'est ça. Alors il y a eu ça, il y a eu aussi dans la même boîte le même collègue qui je voyais qu'il prenait du temps pour expliquer aux stagiaires ouais, mais elles ont pas 30 ans. Enfin, voilà. Ouais. Donc prends-toi ça encore dans les dents. Il y a eu aussi une fois un entretien, alors parce que comme bien sûr je crois que je commence à avoir confiance en moi là, ça y est. Ah, enfin. Mais comme avant je n'avais pas confiance en moi, ça commence à faire mal pour les autres là maintenant parce que je me laisse plus marcher dessus. Je pense que ça fait bizarre pour les autres en fait. Non, je pense que c'est bien en fait. Je pense que je m'en rends compte de plus en plus. Et j'en parle encore extrêmement souvent avec Marine, où on se rend compte en fait que on se pose de moins en moins la question de est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que je suis crédible, etc. En fait, on est en mode en fait, j'impose ma légitimité. Genre, j'en ai.
peut-être qu'il y a des trucs où je suis pas totalement parfaite, etc. Peut-être j'ai pas tout, mais j'impose le fait que, en fait, je me bouge le cul. En fait, j'avance. En fait, je m'en fous de être crédible, pas être crédible, légitime, être pas légitime, avoir confiance en moi, pas avoir confiance en moi. Juste, j'impose le fait que je fais des trucs. Ça te plaît ? Très bien, ça te plaît pas ? Et désabonne-toi de mon compte si ça te plaît pas. Vraiment, pas grave. Mon objectif, c'est pas d'avoir 10 000 abonnés en 3 jours. Hein. Donc ouais, je pense que la question de la confiance en soi, elle n'est pas... c'est pas un truc qu'on nous vend. On nous vend un peu la confiance en soi en mode... en un clin d'œil, genre en un claquement de doigts, ça arrive, c'est bon. Aujourd'hui, tu as confiance en toi et tu auras toujours confiance en toi jusqu'à la fin de ta vie. Non, c'est juste une jauge, tu vois, qui se remplit, qui se déremplit par moment, etc. Mais la notion de crédibilité et la notion de légitimité, pour moi, elle est plus en mode c'est un statement. Genre, bien sûr que je suis légitime. Et même quand je vais pas bien, en fait, je suis légitime à être présente, quoi. Je dis pas que je l'ai toujours en tête. Hein. Il y a 3 jours, quand j'étais pas bien, je l'avais pas du tout en tête. Mais c'est un travail de tous les jours, quoi. Non, c'est important. En fait, on est, comme tu dis, légitime à être. Parce que, encore une fois, on est dans une société où on existe par des étiquettes. Alors, je dis pas, je suis la première à me servir un peu de ça. Enfin, on est obligé en communication de mettre des étiquettes parce que sinon, les gens, ils s'y retrouvent pas. Mais tu vois, typiquement, moi en ce moment, là, j'ai des contacts. Là où avant, parce que j'avais tellement besoin d'être aimée, de reconnaissance, que j'osais pas peut-être avoir la répartie que j'ai aujourd'hui. Mais tu vois, t'as quelqu'un qui va me contacter sur Instagram et qui me dit « Ah ouais, est-ce que t'es entrepreneuse ? Ah, t'es passée sur M6 ?» Alors, en fait, tu ne sais pas qui je suis. A priori, tu as mal regardé mon profil. Et c'est pas grave, mais voilà, ou quelqu'un qui t'appelle, ça fait 3 jours, 4 jours que t'as envoyé pour répondre à une mission, pour leur rendre service de rédac, parce que c'est un sujet très particulier, et il t'appelle 3-4 jours après, à 9h15, t'envoies un texto pour dire est-ce que c'est le livreur, bon, parce que j'ai des problèmes de colis, bon, elle me dit non, c'est machin, je fais ah bon, pardon, et donc voilà, je m'excuse. Et après, elle me dit, est-ce que vous pouvez me rappeler avant 10h ? Alors non, parce qu'en fait, là, en ce moment, j'ai des réunions. Là, je suis en mission à temps plein, machin. Est-ce que... Et puis, après, la nana qui t'envoie sur Malte le brief... Parce que là, moi, en plus, gentil, tu vois, je lui dis, bon, quelle est votre échéance ? Est-ce que c'est urgent pour que je me... Voilà, parce que mon côté chef de projet très organisé. Oui, très bien. Voilà, est-ce que c'est urgent ? Est-ce que si c'est pas urgent, est-ce qu'on peut s'appeler lundi après-midi ? Pour le vendredi du lundi, c'est acceptable quand même. Sinon, est-ce que vous pouvez me faire un mail ? Comme ça, je vous réponds déjà, parce qu'en fait, ça sert à rien. Au final, j'avais raison. Ça sert à rien de passer 1 heure au téléphone, alors qu'en fait, elle a besoin de quelqu'un à temps plein 2-3 jours par semaine. En ce moment, je suis pas dispo 2-3 jours par semaine, encore plus pour une mission de rédaction. Donc voilà, donc en fait, ça sert à rien de perdre du temps. Il y a cette notion, en fait, que moi, j'aime pas, d'ascendant. Voilà. J'ai du travail à t'offrir. Il y a du chômage. Je pars du principe que tu as besoin de moi, point barre. Non. On est dans une relation... Ce que j'aime dire, c'est pas genre... c'est pas une âme... Cyril a dit beaucoup de ça, celle qui est illustratrice et BDiste, qui dit quand une bande dessinée, quand votre bande dessinée est éditée, en fait, c'est pas un acte charitable que la maison d'édition vous fait. C'est normal. Genre, si une BD est sortie et si elle est bien, elle va être éditée. C'est fonctionner d'égal à égal et c'est pas une âme charitable de dire je te donne du travail puisque tu as l'air sympa, genre c'est tout un truc à déconstruire, quoi. Surtout qu'on oublie et peut-être on a cet exemple là avec l'édition, mais moi je pourrais t'en citer plein. Là par exemple avec le travail que je fais en ce moment, là j'accompagne des gens à être formés sur Twitter et il y a des gros décalages avec la com, et ils ont l'impression qu'ils servent à rien, mais en même temps, s'ils n'étaient pas là, la communication elle passerait pas. C'est comme le développeur, il est en bout de chaîne, mais sans lui, le site il se fait pas. Et l'édition, c'est quand même pareil, parce que les auteurs, c'est peut-être ceux qui gagnent le moins, mais n'empêche que s'ils sont pas là, il n'y a pas de livre. Bah oui.
hein. Donc, il faut aussi remettre les choses à leur place. Et moi, c'est pour ça que je suis, entre guillemets, contre la hiérarchie. Alors, je dis pas qu'il faut pas de l'organisation et tout ça, mais c'est pas parce que tu es le big boss de l'entreprise qu'il faut pas faire attention à tes salariés qui sont tout en bas, parce que sinon, ton entreprise, elle marche pas. Et il faut du respect pour tout le monde. Voilà, je sais pas si tu veux que je te donne d'autres réflexions merdiques qu'on m'a donné, mais genre on m'a dit que je pourrais jamais être community manager aussi, que je gagnerais jamais 40K par an, voilà. Mais en fait, il faut regarder si les gens qui te le disent. Mais ça, à l'époque, j'étais pas capée pour ça, mais je crois que j'aime beaucoup Lindsay Sterling et je vais finir avec ça. J'en parle beaucoup à mes étudiants, ils doivent en avoir marre. Mais quand même, voilà, on lui a dit, mais meuf, t'es gentille. Là, donc c'était dans America's Got Talent, qui est l'équivalent de La France a un incroyable talent. T'es gentille, là, tu danses avec ton violon, là. La danse et le violon en même temps, ça marchera jamais. Voilà, donc maintenant, elle vend des millions de disques. Alors, peut-être pas forcément des disques, mais en tout cas, elle fait des shows et elle a des millions de followers sur YouTube dans le monde entier. En faisant de la danse. Elle fait un feat aussi avec les Pentatonix et tout. Oui, donc voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a un pauvre gars, là, qui un jour t'a dit ça. Et puis aussi, tu peux évoluer. T'as la critique. Peut-être qu'elle était nulle à ce moment-là. C'est pas la question. Mais d'avoir des jugements aussi cassants et directs, tu peux dire... C'est la communication non violente aussi. Hein. Tu peux dire, à l'heure où t'en es aujourd'hui, je pense que t'as pas les compétences pour... C'est pas la même chose que tu ne pourras jamais. Ouais. Oui. Attention, je pense que vous dites... à quel moment t'as compris que t'avais de la valeur ? Alors, j'ai envie de dire il y a 3 jours, non mais pas loin. Ça peut être il y a 3 jours. Hein. En fait, il y a eu plusieurs stades. Il y a l'aspect pro, il y a l'aspect perso. L'aspect pro... Bah justement, quand on a été racheté à psycho.com, j'avais... Alors, il faut dire que, voilà, moi, je suis arrivée à Paris, la bouche en cœur. On m'a demandé mes prétentions salariales. J'ai dit le salaire doré que j'avais eu à Lyon une fois en mission d'intérim. J'avais aucune idée des tarifs. Sauf qu'en fait, on est à Paris, les loyers sont 3 fois trop chers, donc j'avais quand même un salaire de merde, alors qu'on parlait des petites mains. Qui mettait en ligne ces putains d'habillages et de tout ça, là ? Parce que sans moi, c'est de la régie pub, ok, je dis pas c'est un travail d'équipe, quoi. Mais sans moi, tout ça, y a pas d'argent qui tombe si c'est pas en ligne, quoi. Et c'est moi, en plus, j'organisais. Je faisais pas que... Voilà, je faisais de la coordination avec tout le monde. Je faisais aussi de la gestion de projet intégrée dans ce poste-là. Donc, c'était un poste clé que je faisais très bien. J'avais mon meilleur boss, à qui j'ai parlé hier ou avant-hier. Voilà, donc... meilleur boss que j'ai eu de ma vie, parce que c'était un vrai manager qui te faisait évoluer, qui te donnait les outils. J'en ai pas croisé d'autres depuis. Enfin, en tout cas, avec humanité, comme on a dit. Après, j'en ai trouvé... d'autres qui m'ont appris des choses, mais soit ils n'étaient pas assez humains. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui couillait. Mais lui, il était quand même très bien. Il savait très bien manager ses équipes. Et là, je m'aperçois que je fais partie des 3 plus mal payés. Là, tu fais bon. C'est pas... Moi, j'en ai rien à foutre de l'argent. Mais à un moment donné, c'est une question de respect. Une question, si j'ai envie quand même d'avoir aussi un peu d'argent pour faire ce que j'ai envie dans la vie à côté, donc là, j'ai commencé à me renseigner pour le salaire, tu vois. Et une fois, j'ai une amie qui m'a dit, mais toi, t'es vénale. Alors, meuf, rappelle-moi qu'en fait, t'es illustratrice et que, je suis désolée si tu nous écoutes, mais... je t'aime beaucoup par ailleurs, mais cette remarque m'était restée un peu en travers de la gorge. Surtout que ce jour-là, c'était pour lui donner des conseils parce que je voyais qu'elle commençait à développer beaucoup son Instagram et qu'il y avait une marque qui lui demandait de faire des choses gratuitement. Et je lui demandais même pas qu'elle demande de l'argent, je lui disais
En fait, demande juste leur le produit, au moins qu'ils te le donnent, en fait, pas qu'ils te le laissent un an. Ils peuvent te donner le produit, là. Tu te rends compte, toute la publicité, pour eux, c'est un gain énorme avec ta communauté. Donc, en fait, c'est là où j'ai compris que l'argent, c'était pas... Moi, j'en ai rien à foutre de l'argent. C'est pas ça qui me motive dans la vie. C'est juste se faire respecter que demander de l'argent à sa propre valeur, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et niveau perso, ça a été plus compliqué parce que justement j'avais tellement besoin d'être aimée que parfois j'ai accepté que des gens me manquent de respect, j'arrivais pas à mettre des limites. J'avais des grosses angoisses et je suis fière de dire que parfois on a besoin d'aide. On peut pas y arriver tout seul et qu'il faut se faire aider. Et moi je suis passée pendant 4 ans par plein de choses. Tu vois, je pense qu'avant j'aurais été trop pudique pour en parler, mais en fait c'est hyper important et je m'aperçois à quel point ça peut aider les gens. Voilà, moi, j'ai été voir un psychiatre, un acupuncteur, j'ai fait de l'hypnose, du yoga, de l'EMDR, du shiatsu, j'ai vraiment tout essayé. C'est vraiment après là c'est l'hypnose qui m'a aidée, mais c'est ma vérité à moi. Pour quelqu'un d'autre ce sera peut-être autre chose. Et voilà, et du coup une fois que je me suis débarrassée des crises d'angoisse, du coup qu'est-ce qui m'arrête de dire non à quelqu'un qui me manque de respect et qui n'est pas en accord avec mes valeurs? Donc du coup j'ai plus peur aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça aussi. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? Je crois que c'est ça en fait. De plus avoir peur. Parce qu'en fait, et c'est un chemin de toute façon, là aujourd'hui j'ai pas peur, mais demain j'aurai peur. Et comme tu l'as dit, c'est des jauges qui se remplissent et ce qu'il faut être toujours travailler sur ça en permanence. C'est aussi quelque chose d'important à comprendre, que c'est pas parce qu'il y a un truc qui est vrai aujourd'hui, il sera vrai demain, et vice-versa, dans tous les sens du terme, aussi bien en côté positif que négatif. Parce que du coup, quand t'as pas peur, que t'es pas drivé par la peur, tu peux agir avec tes envies, et la carrière que j'ai eue, je ne l'aurais pas eue si j'avais eu peur de perdre mon travail. En fait, moi, c'est parce qu'à chaque poste, j'étais ah ouais. Alors, c'est-à-dire que tu veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Moi, j'y gagne quoi, en fait? Là, j'y gagne plus rien. C'est-à-dire pendant peut-être 3 ans, j'ai gagné des choses, mais aujourd'hui, j'y gagne plus rien. Tout ce que je vois, c'est que toi, tu vas y gagner, mais plus moi. Donc, il faut que ce soit un équilibre gagnant-gagnant. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit... C'est un sujet sur lequel j'aimerais creuser, si tu as la réponse, Diane. Sur le fait que il faut un équilibre, mais après, des fois, tu peux avoir envie de donner quelque chose à quelqu'un spontanément sans rien avoir en échange, et la vie te le rendra par ailleurs. Tu vois, c'est pas obligé d'être toujours comme ça. Bon, après, dans l'entreprise, je pense que ça s'applique pas tellement. Ou peut-être pour certains projets, tu vois, il y a des projets où tu vas fermer les yeux, te dire même si j'ai pas de retour sur investissement, je m'en fous parce que j'apprends. Bon. Mais il faut que ce soit de ton propre fait. Ouais. Mais je pense que j'en parlais avec une pote hier, et je pense qu'il faut aussi voir l'investissement sur le long terme, dans le sens où moi j'ai fait des stages, etc. Mais je sais qu'il y a des trucs qui m'ont pas appris, genre maintenant concrètement, mais sur le long terme. Et je sais que dans 6 ans, j'aurai peut-être des reminders, tu sais, qui reviennent, et des phrases qu'on m'a dit qui me frappent encore. Et je sais que ça m'a... Par exemple, j'ai fait un stage chez Udéo en 2e année. J'en ai beaucoup parlé dans Belle Personne. Et il y a des phrases de la part de créateurs que j'ai rencontrés qui me... Genre, même juste des mentalités, tu vois. Je suis en mode, ah mais oui, mais en fait oui, enfin faut arrêter de, c'est pas une excuse de te dire non mais genre je suis pas hyper légitime, et je suis en mode, mais les gens quand ils ont commencé, ils étaient jamais légitimes à faire des trucs, et pourtant ils les ont fait. Et je pense que c'est juste des petits reminders, tu vois, que t'as même quelques années après.
Non, mais oui. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Bah, je sais, non, mais je sais qu'on est d'accord, donc je sais pas trop quoi dire non plus. Je réfléchis à un truc. Non, non, c'est pas ça. Tu dirais quoi à la Amandine il y a 10 ans? Et elle était où il y a 10 ans? C'est hyper drôle que tu me poses cette question parce que il y a 3 jours justement, j'ai écrit, je me suis... Attends, c'était génial ce moment, j'ai envie d'en parler. En plus, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit vraiment l'angle de mon... En fait, en ce moment, je suis en train de réfléchir à l'angle de mon livre. Qu'est-ce que j'ai envie de délivrer dedans? Donc, il y a plusieurs... J'écrirai la préface. Il y a plusieurs angles possibles, donc enfin, je réfléchis à ça. Mais j'ai adoré ce moment. Voilà, en ce moment, je pars. J'ai une mission à temps plein quelque part, et en plus d'avoir mes clients et tout ça. Temporaire dans le temps, parce que voilà, je ne crois plus au CDI, que ce soit de manière amoureuse ou manière amoureuse ou professionnelle. C'est un travail de tous les jours, et c'est pour ça qu'aussi je pense qu'il y a autant de divorces, parce qu'on prend trop les choses pour acquises. Bon, c'est une petite parenthèse. Oui. Et du coup voilà, et donc je suis sortie et j'avais plus de batterie, et j'ai fait super, parce que je marche beaucoup en ce moment dans Paris, voilà. Et voilà, et je me suis posée sur un banc au bord de l'eau, et j'ai fait tiens, c'est marrant, on dirait Amandine de 2014 quand elle était à Copenhague sur son banc en train d'écrire, parce que j'ai pas fait ça depuis longtemps. Et j'ai écrit justement, tiens, en ce moment, là, ce que je vis, ça me fait penser à la Amandine d'il y a 4 ans. Et c'est un truc aussi que j'aime bien faire, c'est écrire des lettres. Par exemple, mon boulot en intranet à Lyon, je m'étais écrit une lettre dans un an pour me dire Amandine, je te connais, tu vas t'adapter, ça va super bien se passer, les gens vont t'adorer, tu vas les adorer aussi. C'est un CDD de 1 an, oublie pas qu'en fait tu veux partir à Paris, et s'ils te proposent un CDI, il faut que tu dises non. Et donc je m'étais écrit une lettre comme ça. Il y a Benoît Doremi aussi, une chanson que j'aime beaucoup, qui est une chanson sur Paris, et une chanson qui s'appelle 2020. Comme de par hasard, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc parfois c'est écrire des lettres, ça peut être sympa. Et il y a Florence Servan-Schreiber, après j'arrête de digresser, qui propose aussi, enfin qui avait proposé cet exercice, alors c'était peut-être pas d'elle, mais en tout cas c'est par elle que je l'ai fait, de s'écrire une lettre pour dans 1 an. Voilà, et d'imaginer tout ce que tu auras pu faire dans l'année. Et voilà, j'aime bien cet exercice. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à la Amandine d'il y a 10 ans? Donc, il y a 10 ans, c'était en 2011. Elle était journaliste à Allo Music, qui est un pure player qui n'existe plus aujourd'hui. Elle avait commencé en tant que chef de projet, et comme c'était une start-up, avec des gens... voilà, c'est une start-up quoi, par définition, donc il y a des start-up très bien organisées, d'autres mal organisées. Tu parles. Voilà. Et du coup, c'est difficile. Le chef était un peu caractériel, avait une vision, mais pas forcément réaliste par rapport à la réalité du marché. Donc c'était très compliqué. Donc je me suis dit, soit je démissionne. Et justement, mon ancien boss de l'époque m'avait dit, ouais, mais bon... tu vas avoir du mal après. C'est plus facile de trouver un CDI quand on est déjà en poste en CDI. Bon, il a raison d'ailleurs. Mais voilà, ma philosophie a changé. Mais je me suis dit, peut-être aussi j'ai l'opportunité ils veulent développer les régions, les nouveaux talents. J'ai une carte à jouer là-dessus. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai eu énormément de chance qu'ils me fassent confiance là-dessus. Donc, ça a été une période où je me suis éclatée parce que, je faisais tout ce que j'aime, quoi. Je recevais des CD et j'aidais les nouveaux talents à se faire connaître. Et je passais mon temps à les interviewer. J'avais aussi d'autres pigistes. C'était super. Et du coup... Qu'est-ce que tu lui dirais ?
Et il ne va pas y avoir une faille, parce que j'ai déjà eu cette question, il ne va pas y avoir une faille spatio-temporelle de genre toi qui va changer le futur, etc. Ça ne va pas se passer. Donc j'imagine. Non. Mais en fait, je dirais, parce elle avait conscience, Amandine, que ça n'avait pas duré toute la vie. Parce que je pense que je lui dirais, écoute, tu sais, ça va s'arrêter d'un coup. Tu seras perdu, tu sauras pas quoi faire. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer parce que t'as des putains de ressources que tu sous-estimes. Et de manière personnelle aussi, parce que c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à faire mes premières crises d'angoisse, qui étaient liées au perso du coup, mais lui dire je suis désolée, je devrais pas te prévenir, mais tu vas en chier grave. Tu vas en chier grave, mais je t'assure que ça vaudra le coup. Déjà, pareil, tu vas découvrir des ressources que t'as pas, et puis à la fin, tu comprendras pourquoi c'est arrivé. Alors ça, c'est la phrase relou que tu détestes qu'on te dise, mais elle est vraie. Elle a besoin d'entendre quoi aujourd'hui, Amandine ? Tu dirais quoi à l'Amandine de maintenant ? Voilà, Amandine 2021, que déjà... elle peut être fière d'elle, du chemin parcouru, que c'est devenu une femme, une vraie. Et là, je sais pas pourquoi je pense à Thomas, peut-être parce que j'ai le même t-shirt que quand on a parlé sur le vlog. Ah, mais oui. Ouais, parce que alors, pour ceux qui savent pas, si vous voulez suivre mon évolution de... la Amandine début 2020 à Amandine début 2021, ouais. Avec ce même t-shirt vert Adidas. J'étais Thomas, c'était une journée de coworking et j'ai beaucoup cheminé quand même depuis ce jour-là et il m'avait dit mais Amandine, t'as quel âge ? Bon, mais t'as encore au moins 40, 50 ans à vivre. Parce que moi, je suis toujours, oui, mais je suis vieille, parce que justement, pour moi, les gens n'ont pas d'âge, et que, j'ai 39 ans, je peux le dire, et que t'as la vingtaine, et que je m'en fous, en fait. Moi, je regarde pas les gens par rapport à leur âge, leur apparence, machin, je regarde les gens par rapport à leur essence et qui ils sont. Leur esprit. Voilà, et du coup, non, qu'effectivement, c'est que le début du chemin, que c'est une nouvelle page qui se tourne et... C'est que le début du chemin, Amandine. Voilà, c'est ça, c'est que le début et que ça va bien se passer parce que ça se passe toujours bien. Et tu dirais quoi à l'Amandine de dans 10 ans ? Oh, waouh ! Amandine 2030 31. Si le monde n'a pas collaboré entre-temps. Si on n'est pas tous morts. Qu'elle peut être fière d'elle parce qu'elle est restée fidèle à ses valeurs. C'est très beau. Merci Amandine. Merci Diane pour cet excellent moment, ces très belles questions et merci d'être une belle personne. Toi aussi. C'était un très beau moment et j'invite les personnes qui écoutent cet épisode à écouter ton podcast. Tu peux être qui tu veux, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes, mais je croise les doigts pour que tu le refasses et que tu les sortes. Ça arrive. Et puis on va continuer à manger ces magnifiques gâteaux parce que du coup t'as amené des cookies que j'ai déplacés parce que je voulais pas mettre des bruits de bouche en plein podcast. Et j'ai juste envie d'ajouter que oui, j'ai sorti 3 épisodes et que le reste arrive, mais qu'il fallait du temps pour maturer comme la petite graine et que c'est pour ça que j'ai pris du retard. Et voilà, donc je m'excuse auprès de mon audience, mais en même temps, voilà. T'es un être humain. Voilà. C'est ça. On est tous des êtres humains, on est tous des personnes, donc on prend le temps. Merci.
Belle Personne est un podcast créé par moi, Diana Taya. Je monte, je réalise, je produis et je pense l'internet de ce podcast. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur son compte Instagram et sur sa page Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @dianart, tous les liens sont en description.